pas. Nous ne ferons que nous battre entre nous. Nous ne ferons que susciter la violence. Pour notre conception des droits de l'homme, il n'y a ni noir, ni jaune, ni rouge, ni peau rouge, ni peau jaune, ni peau blanche, ni peau noire. Il n'y a ni juif, ni chrétien, ni musulman. Il n'y a ni femme, ni homme. Il y a un concept abstrait de l'homme sur lequel nous devons tout construire. Sinon, nous entrons dans le relativisme. Je ne vais pas entrer maintenant dans une discussion de détail entre relativité et relativisme. La droite de l'homme. Les droits de l'homme ont besoin d'absolu, d'universalité et d'abstraction. Sinon, on y arrive. Je suis d'accord avec ce que Nicolas doit à cette approche. Mais je crains, en ce qui me concerne, que ce soit une pensée un peu trop idéaliste. Alors que on peut fonder l'unité du genre humain, non pas sur le postulat, et là, ça vient de le dire expressément, pas l'unité du genre humain peut être fondée aujourd'hui, elle est fondée scientifiquement. Lorsqu'on analyse les gènes de toute l'humanité, on remarque qu'il s'agit de la même espèce et qu'il n'y a pas lieu de discrimination. Et donc, il ne faut pas que ce soit un postulat scientifiquement, il faut que ça soit aussi fondé sur une réalité biologique matérielle. Sur une réalité biologique, c'est très dangereux. Parce que la réalité biologique nous divise. Nous ne sommes pas égaux sur le plan de la biologie, je suis désolé. Sur le plan de la biologie, de la science, nous sommes des inégaux. Et beaucoup d'ennemis des droits de l'homme, justement, ont conçu leur philosophie sur ces inégalités pour dire que les hommes sont inégaux et la philosophie des droits de l'homme, c'est une fumisterie. Ils ont dit c'est une fumisterie, parce qu'elle nie l'histoire, la culture et la science. Or, la négation de la science, c'est-à-dire de la biologie, de l'histoire et de la culture, est une condition, justement, pour construire une véritable philosophie des droits de l'homme. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Maintenant, je voudrais quand même vous dire une chose. Ce présupposé universaliste, sur lequel je bâtis la philosophie des droits de l'homme, ce présupposé universaliste ne m'empêche pas de lire les droits de l'homme à partir du Coran, mais dans la mesure où le Coran a une portée universelle. Le jour où le Coran a dit qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu mettre fin à une horreur. Certaines tribus, mais il y avait d'autres tribus dans la péninsule arabique qui tuaient leurs filles, leurs enfants dès qu'elles naissaient pour crime de féminité. Qu'est venu dire le Coran? D'abord, dans les 14 et puis dans le fameux récit si fort de El-Mamoud, de tout ce qu'il a dit. Et remarquez le style coranique. C'est la fin du monde, c'est une description de la fin du monde. Le monde est terminé, les planètes se confondent, la Terre s'en va, le Soleil décline, etc. C'est hallucinant comme description, et dans cette description de la fin du monde, on met en jeu le cosmos entier, cette question posée. Ça nous fait quand même un peu trembler sur le plan des le jour de la Terre à la fin du monde, il y a le etc. Autrement dit, ça a une force esthétique et ludique fulgurante,
Et c'est là que l'islam peut revendiquer d'avoir participé à la construction de l'universel. Parce que sur cette question-là, personne n'est différent. Personne ne peut dire que c'est une bonne chose, non, personne ne peut dire. Et donc l'islam est venu mettre fin à cette horreur et a posé donc la sacralité de la vie, qui est le principe fondamental des droits de l'homme. Donc, pour revenir à notre problème, ça vous dit, oui, les droits de l'homme, c'est universel, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus de la culture, au-dessus de l'histoire, au-dessus de la biologie. Ça ne m'empêche pas de les dire à partir d'une certaine culture, d'une certaine religion, d'une certaine histoire, mais dans la mesure où cette histoire, cette culture, cette religion rejoignent l'universel. C'est-à-dire, l'universel, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque vous avez une règle, personne ne peut dire non. Nous sommes il y a une légère divergence en fait méthodologique, pas sur les droits de l'homme eux-mêmes et sur le fondement qui doit transcender la biologie, l'histoire, la géographie, etc. Bien sûr, on peut lire ce livre et admettre que ce qu'il contient. Moi, personnellement, je l'ai lu et je pense que les lecteurs le liront avec beaucoup de plaisir, parce qu'il est bien écrit, parce que c'est un critiqueur, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi parce qu'il est stimulant. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec Ayat al-Ashur, mais c'est un ouvrage qui stimule. Moi, j'ai évoqué quelques problèmes de la pose pour le lecteur. Par exemple, même pour le moi, je ne peux pas m'empêcher de lire ce verset avec les yeux de l'histoire. Or, ce verset sur le Maoud, en fait, se réfère au sacrifice. Non pas parce que les Arabes pré-islamiques tuaient leurs filles parce qu'elles étaient filles, mais parce qu'il y avait des sacrifices humains et ce n'est pas parce qu'elles discriminaient de ne pas pouvoir. L'essentiel dans ce livre me semble qu'il soulève des questions de fond et il prend position contre ça, c'est un chapitre qui me concerne personnellement, mais je ne vais pas. Je n'ai pas mal défendu. Concernant le conformisme, parce que effectivement, ce conformisme non seulement fait beaucoup de mal sur le plan intellectuel, mais
il induit en erreur. C'est ça qui est le reproche fondamental qu'on peut faire à cette approche compromise. Et Cyril est très clair là-dessus, on se concerne deux auteurs en particulier.